Coucou les coquinous! Aujourd'hui, parlons fantastico-horreur. Je parle pas du bigorneau qui se planque dans votre toison pubienne au fin fond du calbar là. Je parle de récits, qui sont basés sur petite dose de fantastique, petite dose d'horreur, des trucs mignons quoi, hein? Allez, générique! Donc mes loulous, premier sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Night Terror. Night Terror de Joshua Williamson, très dur à dire, à qui on doit déjà un Thing, il a bossé sur Rogue, me semble-t-il, et Giuseppe Camuncoli, donc, qui lui aussi a fait du Swamp Thing et a fait du Hellblazer. Je vous ai dit une connerie sur Williamson. Il n'a pas fait du Hellblazer, il a fait du Justice League Dark, en fait. Crisis on Infinite Earth, Dark Crisis on Infinite Earth, je sais plus dans quel sens c'était. Je l'ai déjà chroniqué en plus, comme un connard, je me rappelais même plus du titre. Enfin bref. Pourquoi ce titre a attiré mon petit œil? Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que un des principaux personnages, c'est un perso qui est secondaire. J'aime bien les persos secondaires chez DC, je trouve ça cool. En l'occurrence, Deadman, qui est donc un super-héros un peu particulier, puisque, alors à la base, le monsieur s'appelle Boston Brand. Il était trapéziste, vedette, connard, sacré connard. Et c'est souvent quand même que les super-héros, c'est des connards, mine de rien. Et puis deviennent mieux après. Bon. Bref, mais après, il y en a qui sont toujours connards, on s'en fout. Pas disserter sur les connards encore, pour faire que ça non plus, hein. Donc, Brandon, Boston Brand va défrayer la chronique parce que c'est un trompe-la-mort et puis il est magnifique et tout. Et il est très sûr de lui, connard, quoi, connard. Et un jour, il se prend une praline, hein, il se prend une bastos, paf, dans sa gueule, et il est grièvement décédé. Vous voyez, jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, quand même, hein. Et donc, voilà, alors ça change tout, là. Hein, parce que là, fini la crâne et tout ça. Non, non, le mec devient un espèce de fantôme, il est sauvé par une divinité. Il devient un fantôme et il doit aller se venger, esprit frappeur et vengeur, etc., etc. Bon, rien de bien original dans le truc comme ça, mais le personnage est vraiment cool parce qu'en fait, alors c'est un super-héros qui peut pas avoir de contact avec le monde des vivants. Et sauf en les possédant, en rentrant dans le corps dans le corps des gens. Voilà, c'est en tout bien tout honneur, bande de dégueulasses. Vous voyez que je vous ai pas vu là, avec vos histoires de rentrer dans le corps des gens. Dégoûte. Enfin bref. Euh, donc, notre ami Boston, motherfucker, eh bien, ce monsieur là, en l'occurrence, il est pris dans l'histoire, il est pris dans Night Terror, parce que, en fait, alors comment ça se passe-t-il? Eh bien, dans le hall de Justice, de la Justice League, on a retrouvé un corps. Et bon, pas de chance, hein, celui de Docteur Destin. Le nom en français, franchement, des fois, ça pue la merde. Bref. Et alors, Docteur Destin, c'est un ennemi de la Justice League qui les a pris à partie à plusieurs reprises. Et en fait, dont le pouvoir est de manipuler les rêves, hein. Il prend les gens sur le terrain onirique. Voilà. Il les a pas mis bien, hein. Puis bon, depuis quelques temps, alors il y avait tout un délire, hein, même récemment, et puis depuis quelques temps, il voulait trouver un petit peu de quiétude, ce monsieur, hein, parce que bon, il en a marre d'être méchant et d'être un connard, hein. Faut que j'arrête avec ce mot, putain. Bref. Et donc, il est retrouvé grièvement décédé, hein, mais cuit de chez cuit, quoi. Et là, Boston Brand, qui est dans le coin, il s'aperçoit qu'il y a un particularisme par rapport à sa mort, un peu étrange. Un peu étrange. En fait, il est mort, mais son vrai corps est toujours à Arkham, où il n'est pas tout à fait mort. Enfin, c'est chelou, c'est chelou, c'est chelou. Et donc, Deadman va mener l'enquête. Alors, une enquête chaude, hein, parce que ça barre en couille, hein, quand même, hein, parce qu'en fait, tout cela n'est qu'un prétexte pour qu'un autre méchant, encore plus méchant que le méchant, c'est la surenchère, va lui aussi commencer à manipuler le monde, hein, c'est son objectif, hein, à manipuler le monde pour en prendre le pouvoir, en fait se venger, en fait en vérité se venger, parce que le meurtre qui a eu lieu dans le hall de la justice, c'est pareil. En fait, on a affaire à un méchant, parce que je vous balance son pif, son blaze, ou là, ouais, on va dire, le mec s'appelle Insomnia,
Tu vois, tu le situes ou pas dans le domaine du rêve, le machin. Et donc lui, voilà, c'est un insomnia, il a une dent, Flico, contre les super-héros, et il veut que tout le monde les voit comme lui les voit, c'est-à-dire comme des pourritures, des crevures. Oh, des bâtards, t'as vu? Et puis, bah voilà, il va monter un plan basé sur le rêve, le cauchemar, plutôt que le rêve, où il va, en fait, endormir la population mondiale. Hop, la démesure du truc. Et laisser apparaître les méchants. Les gentils, les gentils, Superman, Batman, tout ça, comme des méchants, en fait, hein, comme lui il voit, en fait. Et donc il y a tout un délire avec Deadman qui est le seul. Et puis, alors c'est ça qui est intéressant avec ce bouquin, c'est parce qu'on fait souvent le parallèle entre la mort et le sommeil, enfin entre le fantôme, vraiment post-mortem, au ras des pâquerettes, enfin pas au ras des pâquerettes, qui bouffe les pissenlits par la racine, et le rêve, en fait. Il y a une histoire de lien entre la mort et l'onirisme que je trouve vachement bien amené, vachement bien foutu. Euh, les phases de transition entre les phases de cauchemar, de rêve et de réalité, elles sont plutôt cool. Il y a du Wes Craven là-dedans, si vous voulez mon avis. Il y a du... comment ça s'appelle en français, le truc avec Freddy Krueger? C'est Nightmare on Elm Street, et c'est... putain, ils avaient collé un truc. Ah, les Griffes de la Nuit, voilà. Alors, sans aller jusqu'à l'horreur des Griffes de la Nuit, mais il y a un principe commun. Oh, putain, il y a le saucisson là, qui remonte là. La raclette avant la vidéo, c'est moche. Et donc, il y a un principe inhérent à l'onirisme, au rêve, vous l'aurez compris, on va pas revenir dessus pendant 6 heures, hein. Mais voilà, c'est vraiment bien fait, quoi. Pour le coup, c'est vraiment sympa. Je me suis plutôt... En fait, j'en attendais pas grand-chose. J'ai lu Lazarus, Alors, avant ça, il y a Lazarus. Pas la peine d'avoir lu Lazarus, même si, bon, il y a des petits trucs qui vous... Ça gêne pas à la lecture du bouquin, honnêtement. J'ai mon fils qui l'a lu, et bon, lui, il n'avait pas lu Lazarus, et bon, voilà. Et donc concrètement, qu'est-ce que je m'avais avant? Ah oui, bah voilà, ça se place dans un, c'est pas un one shot non plus, mais ça se place dans un récit qui est plutôt presque indépendant, un micro-event, pas si ça se dit ça, et qui est plutôt vraiment bien fait, quoi, avec des critères d'horreur, hein. Il y a même un petit peu de zombie. Alors, pas du zombie comme Walking Dead, mais vous avez vu, je me fais vachement bien le zombie quand même. Putain, hein, t'as vu, acteur studio. Non, un zombie, un personnage zombifié et tout, mais plutôt cool. Enfin voilà, c'est assez ésotérique, c'est vraiment. Moi j'ai trouvé ça sympa. Et en plus, il y a un petit truc à la fin qui lance. Habituellement, la continuité, moi, hein, je m'en bats les couilles avec une patte d'alligator femelle. Mais là, honnêtement, ouais, c'est plutôt. Ça donne envie. Tu te dis, ah bah merde, alors, comme un connard, je me suis fait prendre au jeu du truc. Et ben, j'aimerais bien voir la suite, en fait. Tu vois. Donc voilà, c'est plutôt cool. Il y a la traditionnelle à la fin, il y a la traditionnelle vague des couvertures alternatives et tout ça. Et donc, que j'aime beaucoup, alors voilà, et celle-là j'aime bien sans. Hop, ah non, dis donc, pas celle-là. Bah merde, il est où ce con? Bon, après, ils te foutent de l'homme qui rit partout, là, de Batman qui rit. Bon, c'est pas une partie intégrante du récit, hein, très honnêtement. C'est même complètement déconnecté. Mais voilà. Non, honnêtement, c'est un bon petit. Ça rajoute pas une couille dans le calfouette, tu vois, ça, hein. Voilà. Mais ça se lit bien. Ça se lit. Oh, t'arrives à la fin, tu dis, oh bah merde, alors je suis à la fin. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est plutôt bien foutu. Et c'est plutôt bien dessiné en plus. Cameron Collie nous sort des belles petites planchettes, tranquillou, bien malsaines par moment, bien dans le trip onirique. Putain, il faut que j'arrête avec ce mot bien dans le trip des rêves et tout. Non, vraiment, vraiment, c'est cool. J'ai bien aimé. Pas la lecture du siècle, mais j'ai bien aimé, quoi. Ça s'inscrit dans une espèce de continuité de ce que j'avais lu avec la Justice League Dark, enfin dans l'esprit des récits, pas dans l'histoire, dans l'esprit du récit. Ouais, ouais, merde, ouais. Allez, le deuxième. Allez. Alors alors, c'est un truc jamais j'aurais cru que je pouvais accrocher, mais jamais, jamais. Pourquoi? Parce que c'est la magie d'Oz, ça s'appelle. Alors, qu'est-ce que c'est la magie d'Oz? Qu'est-ce que c'est la magie d'Oz? Donc, bon, vous avez vu le titre avant, c'était évidemment chez Urban, hein, je présente plus.
tout ce qui est DC Comics. Là, c'est chez Graf Zeppelin, qui est une petite maison qui suit son petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire. Tout va bien, tout va bien. Et alors, ils ont Red Sonja, des trucs comme ça, ils ont des trucs cool hein, quand même. Hein, quand même, ils ont des trucs cool. Et ça, c'est un éditeur américain qui m'a toujours plus ou moins gonflé. Commencer comme ça donne envie. C'est Zenescope. Alors, qu'est-ce que c'est Zenescope? Zenescope, c'est tu prends les fables de notre enfance, tu vois, Blanche-Neige, les récits un petit peu fondateurs quand on était gamin, Robin des Bois, tout ça. Et tous les héros, c'est des héroïnes. Mais alors on va dire, ah, c'est woke et tout. Bon, déjà, ta gueule. Même si c'était woke, on s'en bat les steaks. Non, non, en fait, ils prennent ça et ils vont prendre le trait des années 90, tu vois, le défaut des années 90, c'est-à-dire big boobs, big butt, hein, déjà, gros sein, gros cul, et en lieu et place des héros, mais sans déconner, quoi. En lieu et place des héros, eh ben, c'est des héroïnes. Voilà, c'est des héroïnes. Alors des fois c'est des héroïnes, là, Blanche-Neige, c'est Blanche-Neige. Mais ils ont fait un Robin Hood, regardez-moi, Jean-Claude Van Damme, hop, et ils avaient mis une nana à la place. Tu vois. Et ben là, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, laissez-moi vous le dire. Comment? Ils ont pris le magicien d'Oz, tu sais, Dorothy, Toto, le Kansas, tout ça, tout ça. C'était Judy Garland, il me semble. Et, ils en ont fait un récit où, ils mettent les sorcières. Hein, elles sont, voilà, les sorcières, c'est typiquement, tu vois, ce qui se faisait à l'époque avec Witchblade, Fathom, tu vois, tout ce qu'avait fait Turner à un moment, quoi, donc des gonzesses ultra sexy, pour ne pas dire sexualisées. Ouais, sexualisées, quoi, clairement. Hein, quand tu vois ce qu'ils ont fait de Dorothy, tu sais, Dorothy dans les films, même The Wiz, je sais pas si vous avez vu The Wiz, la version donc avec Michael Jackson et Diana Ross, où en fait, bah, tu vois, c'est une jeune femme du Kansas, robe longue, avec très très. Une petite fille, quoi. Je sais pas quel âge, tous 13 ans, en tout cas ça, non. Et bah là, voilà, alors d'entrée de jeu, voilà, paf, dans ta gueule, c'est tout de suite voilà, un petit t-shirt court, boobs, under boobs et over boobs, voilà. Bon, mais on s'en fout, en fait. On s'en fout. Si on s'en fout, en vérité. Et, alors, en plus de mettre un petit peu de cul, quoi, hein, voilà, eh ben, ils ont un peu noirci, tu vois. Le magicien d'Oz, c'est un conte. La sorcière, c'est une connasse, mais, une connasse, j'ai pas dit connard. Et c'est une connasse hein, dans le truc. Les sorcières, il y en a plusieurs. Mais voilà, c'est des sorcières à la Blanche-Neige, tu vois, c'est des sorcières, pas, voilà, elles sont pas sympathiques. Mais quand tu réfléchis bien, c'est même des grosses saloperies. Mais voilà, tu vois, c'est des sorcières pour les mômes. Et ben là, ils ont vraiment noirci le tableau. Genre, la sorcière, bon, alors, elle est sexy normalement, mais quand elle prend sa vraie forme, elle a des chicots de partout, elle a une bouche comme ça, elle est dégueulasse. Elle fait flipper sa race, en fait. Hein. Et elle est rien agressive quand même hein, pour le coup. Et c'est pareil pour les autres personnages. Alors je sais pas si vous connaissez un peu le magicien d'Oz, mais donc voilà, l'histoire c'est Dorothy qui va avec son chien Toto, voilà, être suite à un ouragan envoyé dans le monde de Oz, hein, qui est un monde magique en fait, où il y a des sorcières pas très très sympathiques qui terrorisent un peu tout le monde. Et donc dans son voyage, elle va rencontrer des types. Alors elle va rencontrer l'épouvantail, elle va rencontrer un homme de fer blanc, elle va rencontrer normalement un homme lion un peu peureux, tu vois, tout ça, tout ça. Et voilà, c'est elle la grande libératrice et tout. Et tout. Eh ben ils ont comment dire ça, ils ont noirci le tableau. Voilà, ils ont fait, en fait vraiment tout ce que les années 90 font, c'est-à-dire les gonzesses, hein, dans tous les. Remarque, les lascars, ils sont, hein, il y a de l'abdos aussi, hein, il y a de la couille qui flanche, hein, très honnêtement. Hein. Et en plus de ça, donc ils ont fait le fameux Grim and Gritty de l'époque, qui marchait vachement bien à l'époque. C'est-à-dire où on avait, voilà, tout était noir, tout était. Et en fait, ça marche. C'est con, mais alors là aussi, c'est pas la lecture de l'année, c'est pas ouf de ouf, mais c'est un récit de fantasy qui passe bien. Alors, je vais être honnête,
ça m'a fait rigoler, en fait. Ça m'a fait, parce que je connais le conte de base, mais même si tu connais pas, je crois que ça peut être marrant, quoi. C'est tellement, c'est pas une caricature non plus, on va pas dire ça, quoi. Mais voilà, on s'est dit, tiens, oh, c'est mignon, c'est machin avec des petites fleurs et là. Eh ben, mais même le chien de Dorothy, de cette Toto, c'est un petit clébard tout mignon, tout blanc. Là, ils ont fait un putain de un putain de molosse, qui est à la base de l'histoire d'ailleurs. D'ailleurs, c'est la réappropriation en elle-même, là, pour être sérieux. La réappropriation de l'histoire, c'est-à-dire sa remise en place dans le contexte du conte, eh ben, elle est plutôt intelligente. Il y a tout un tas de trucs qui étaient passés pour des machins un peu infantiles. Eh ben, en fait, ils font des liens. Et c'est plutôt sympa. Franchement, ça, tu dis, ah putain, j'aurais pas pensé comme ça, quoi. Tu vois, le principe que Toto, déjà, à la base, c'est un molosse. Il y a une raison, hein, vous verrez un peu plus tard pourquoi. Mais voilà. Et c'est très sombre. Enfin, très sombre. Tu rigoles, hein, franchement, tu rigoles, mais ça se veut être un petit peu de la dark fantasy. Et puis, c'est pas dégueulasse, hein, franchement, honnêtement, on a vu pire. Bon, alors, encore une fois, hein, voilà, il y a du boobs, il y a de la gonzesse et tout. Mais pas que. J'essaye de vous trouver un peu. Je devrais marquer les pages avant de. Mais je suis pas professionnel pour un rond, hein, pour le coup. Qu'est-ce que j'ai. Ah, bah tiens, regarde. Tiens, voilà. Alors ça, voilà, c'est les personnages principaux, tu vois, l'homme de fer, l'épouvantail. Ils ont pas tout à fait le même look, quoi. C'est pas Judy Garland, hein. Je suis peut-être en train de vous dire une connerie. Il me semble que c'est Judy Garland, hein, qui jouait dans le. Et puis voilà, et ça se chicote, et ça se frite, et il y a des épées, il y a des têtes tranchées. C'est, voilà, regarde. Il y a des méchants qui sont balafrés la gueule. Alors, dans le Magicien d'Oz, tu as des singes volants. Hein, si vous avez lu Fable, euh, de Milgal, à un moment, il y a des singes volants et tout. Tu t'es peut-être dit, ah bah dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Vous savez, des gens qui ne sont pas forcément familiers avec la culture américaine. Bah, ça vient ça vient du Magicien d'Oz, les singes volants. Ils sont pas gentils. Ils sont pas. Mais alors là, putain, là c'est, on dirait, on dirait les singes dans la planète des singes, tu sais, quand ils attaquent. Et puis paf, c'est de l'épique quoi, ça. Donc voilà, je m'y attendais pas. Honnêtement, je m'y attendais. En plus, c'est du cartonné et du. Attends. Elles sont jeunes. C'est du cartonné. L'objet est joli. Même le dos est plutôt cool, tu vois, c'est plutôt sympa, je trouve. Et j'attendais que dalle de ça, mais que dalle, walou, tu vois, je me dis, oh, bouf. Et puis je me suis allé, Magicien d'Oz. Hein, dernier truc sur le Magicien d'Oz que j'avais lu, je crois que c'est le truc de Scotty Young, qui est plutôt cool d'ailleurs, si vous pouvez vous le trouver. Sans déconner, il y a des petites images sympas quand même, tu vois. C'est pas non plus à t'en fissurer les yeux jusqu'à la burne, mais honnêtement, ouais, ça passe vraiment bien. J'en attendais rien. Je vais finir mes phrases ou pas un jour? Bon, j'en attendais rien. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis le. Non, pas du tout. Je commence pas à citer du Cabrel, ça pue la merde. Enfin, non, ça pue pas la merde, mais c'est pas le lieu. C'est pas le lieu. J'en attendais que de. Et bah finalement, bah, tu sais quoi, j'ai pris les deux. Parce qu'il y a deux. Alors, le premier tome, tu peux le lire, t'es tranquille, t'as une histoire, t'as un petit machin derrière, tu te dis, ah tiens, j'irai peut-être voir la suite. Si tu veux t'arrêter là, tu t'arrêtes là. Et en fait, finalement, j'ai pris les deux. J'ai acheté celui-là, je l'ai lu. Oh! Et puis là, je suis passé, la suite. Et puis voilà. Donc, je suis un peu emballé. Remarque, sans déconner. Bon, c'est un petit, c'est Grave Zeppelin, encore une fois, c'est une petite structure. 18 balles. 18 balles. Pas de New York Pan. 18 balles. Bon, après, ouais, on va pas comparer les prix, on va pas faire un concours de zob. Mais voilà, je trouve que c'est bien. Et mettre 18 € là-dedans, ça vaut pas beaucoup plus, ça vaut pas moins non plus, hein, franchement, honnêtement. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, j'ai été surpris. J'aime bien être surpris. Oh, j'étais surpris. J'étais surpris. Voilà. Alors là, par contre, on va rentrer dans du sérieux. Du sérieux, pas tant que ça, mais un petit peu quand même, quoi. Du sérieux, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est Earth Diver. Earth Diver. Earth Diver, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Euh, donc c'est une œuvre qui est écrite par Stephen Graham Jones, qui est un Amérindien. Alors j'aime pas le mot Amérindien, j'aime pas natif, j'aime pas, tu vois, tout ce genre de trucs, quoi. Mais ça a son importance. Clairement, ça a son importance. Donc, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, Earth Diver? Hein? Qu'est-ce que c'est? Alors,
Earth Diver, pardon, tome à mort Christophe Colomb. Voilà. Et c'est le tome 1, donc il y en aura d'autres, ce qui est plutôt cool, paru initialement chez IDW, et donc publié par Black River. Ils font des trucs bien Black River hein, en ce moment. C'est eux qui avaient fait Cadas, je crois. Ouais, c'est eux qui avaient fait Cadas. Je suis par là-bas, loin dans le mur là-bas. Cadas. Et non, ils prennent des risques et tout. Non, vraiment, c'est cool. J'ai envie de dire chapeau bas. J'ai envie de dire bravo l'artiste. Hein, j'ai envie de dire tout ça. Donc, Airdiver, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, vite fait, parce que j'aimerais vous présenter un autre truc que j'ai pas encore entièrement lu. Mais bon, parce que déjà, il me plaît beaucoup. Donc, Airdiver, sans, disons, on va pas le squeezer, on va pas bâcler ça quand même. Airdiver. Donc, nous sommes en 2112. 2, 1, 1, 2. Alors, le principe de base, il dit, ah, tiens, les Incas, ils sont trompés dans le siècle. Vous savez, 2012, 2112. Bon, c'est rigolo. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était la fin du monde. Et oui, c'était la Terre, elle est niquée. Hein. Alors, on n'a pas encore le véritable pourquoi du comment, mais ça se passe pas bien. Hein, voilà. Et donc, ceux qui le peuvent, donc ceux qui ont la peau claire, se sont et un petit peu les autres aussi. Mais ceux qui ont le blé, en gros, ils se sont taillés. Hop, allez, cassez-vous. Euh, et puis, il y a les autres, c'est un peu dans la merde, ils sont restés sur Terre. Et parmi ces autres, on va suivre donc des natifs amérindiens, donc qui sont des Blackfeet, des Lakota, etc., etc. En fait, des descendants de tribus indiennes qui n'ont pas eu les thunes, hein, qui sont restés là, alors que les autres se balaient. Alors que ceux qui ont niqué la planète se sont taillés, tu vois, en fait. Ah, les fumiers fascistes. Et, euh, et donc, voilà. Ils disent, bah merde, alors, nous, ils nous laissent comme des cons, et c'est pas nous qui avons fait le merdier au début. Donc, ils ont un peu le seum, tu vois, quand même, hein, au niveau de ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils découvrent une grotte magique, magique, magique. Et cette grotte permettrait de voyager dans le temps. Mais, dis donc, c'est pas mal ça comme truc. Et donc, ils décident d'envoyer un des leurs. C'est un peu comme dans Terminator, ils n'ont rien le droit d'emmener un objet. Pourquoi un objet? Mais voilà, sinon ils sont à poil, tu vois, hein, le sifflet à l'air et tout et tout. Et ben voilà, euh, ils envoient un mec pour niquer l'opération. Non, on dit pas l'opération. On dit ouais, on va dire opération parce que j'ai pas la mission, l'expédition. Voilà. L'expédition de Christophe Colomb, en fait. Donc, voilà, ils se disent, tiens, si jamais Christophe Colomb il n'arrive pas en Amérique, il n'y a pas les États-Unis. S'il n'y a pas les États-Unis, c'est pas le bordel. Déjà, il n'y a pas le massacre de notre peuple, c'est important. C'est pas le Dawa. Et donc, on va sauver la planète comme ça, hein, en zigouillant Christophe Colomb. Voilà, c'est le potentat de base. Donc, il va être envoyé dans le temps, il va réussir à prendre une place sur un des navires. Alors pas directement sur la Santa Maria, je crois qu'il est sur la Minia, je ne sais plus, enfin sur une des trois barcasses là, et il va essayer donc de fomenter un, comment dirais un putain, un attentat, un assassinat de Christophe Colomb. Sauf qu'évidemment, vous en doutez bien, ça va pas se passer comme il pensait. Il y a le poids, une espèce de poids de la culpabilité, le poids de est-ce qu'on doit terrasser quelqu'un. En plus, Christophe Colomb, c'est apparemment tout de suite, là, immédiatement, c'est un mec ultra religieux, bien enculé, enfin bien représentant de son époque, tu vois, c'est hyper intransigeant. Enfin, voilà. Mais le héros, qu'on est un, mais voilà, en fait, globalement, ouais, il a des choix moraux à faire qui vont le marquer, qui vont le choquer, psychologiquement parlant, parce que voilà, c'est un homme de son siècle et que lui, il n'envisage pas de tuer aussi facilement. Enfin bref. Il est cas de conscience, vous voyez, c'est lourd. Non, non, c'est lourd, franchement, c'est lourd. En même temps, il est pris entre le principe c'est à cause de lui que mon peuple a disparu ou va disparaître. Enfin, il part de ce principe-là. Et donc, le sacrifice, quoi qu'il arrive, il dit que ce sera toujours mieux de buter ce mec-là plutôt que de voir des millions de gens mourir. Euh, mais en même temps, est-ce qu'il est vraiment prêt à tout pour ça, vous voyez? Est-ce que la fin justifie les moyens? Mmh.
Donc c'est super intéressant. Alors déjà, ça part, il y a un truc qui est bien, qui est cool. Ça part du potentat, encore une fois, que les Américains, ils ont quand même foutu le bordel, hein, voilà, et que ça, leur bordel va conduire à une fin inévitable, malheureusement. Ça, c'est intéressant comme concept. Surtout dans la bouche d'un Amérindien actuel. Tu vois, le mec a l'esprit quand même sur ce qu'a vécu son peuple et bon, il s'est intégré pleinement et correctement dans le monde de l'Amérique actuelle. Mais il y a toujours ça qui reste un petit peu derrière. Tu vois, il y a quand même une critique, il y a quand même quelque chose qui. Voilà. C'est vachement intéressant. C'est vachement bien foutu. Les gentils sont pas. Alors oui, en plus de ça, il y a une intrigue en parallèle à notre, enfin en 2112, qui est plutôt intéressante et qui fait qu'il y a une interaction entre les deux époques qui est vraiment vraiment bien faite. Quoi, c'est vraiment bien foutu. En plus, c'est très joli. C'est au dessin. Alors la couverture c'est Albuquerque pour le coup. Et au dessin, c'est David Gianfelice, donc je ne connaissais pas, je ne crois pas m'être penché sur ses travaux. Et c'est plutôt joli, hein, ce qui est rendu comme taf là, c'est vraiment vraiment sympa. Et il y a au niveau des scènes, des bateaux et tout, c'est vraiment très très joli, c'est vraiment graphiquement sympa. Les personnages sont plutôt cool, très expressifs. Non non vraiment vraiment c'est cool. Donc Earthdiver, ouh, ouh ça c'est bien ça c'est bien. Donc c'est un tome 1. Dans l'absolu presque, presque. On pourrait dire ah bah tiens voilà le tome 1 déjà c'est pas mal. Et on pourrait pas loin de, on pourrait se dire ouais. Mais il y a encore des trucs derrière. Il y a encore des trucs derrière à faire. Voilà, c'est vraiment, vraiment cool. Ah, si, David Gianfelice, je viens de le lire à la fin du bouquin, je ne vais pas vous arnaquer. David Gianfelice, il avait bossé avec, comment il s'appelle Brian Wood sur Northlander. Je vous en parlerai de Northlander, c'est vraiment classe, c'est Northlander. Là où Stephen Graham Johnson, c'est surtout un mec qui a fait à la base du roman et de l'anthologie. C'est vraiment, vraiment cool. Ah, voilà. Non, sans déconner, des trois là que je vous ai présentés, celle-là c'est certainement ma préférée par l'aspect un petit peu original. C'est un peu dérangeant, vous voyez, comme doit l'être un truc un petit peu horrifique. Alors c'est plus fantastique que horrifique, hein, très honnêtement, même si une certaine forme d'horreur un peu particulière. Earth Diver, hein, et alors je vais finir vachement rapidement dessus sur celui-là. Ah putain, il est très très bas. Attendez, je suis là. Hop, parce que j'ai pas fini de le lire. Ah ouais, c'est la première fois que je vous présente un truc que j'ai pas fini de lire. Alors, l'histoire du bordel. J'ai rangé un peu le mur, ça se voit pas, mais j'ai rangé un peu le mur et je tombe là-dessus. Je me dis mais merde alors, j'ai pas lu ça. Et c'est que ce bordel. En tournant les pages, j'ai vu que j'avais lu la première issue en VO à l'époque. Et puis en fait, bah, je me suis dit, bah, mais t'es con. Mais j'ai vu ça genre hier soir. Donc j'ai pas. Et c'est encore du Black River. Non mais oh alors oh bon bref. Et c'est une étude en émeraude. Une étude en émeraude. Alors, s'il vous plaît, les éditeurs tous, autant que vous êtes, arrêtez de nous coller des petits machins dégueulasses qui vont niquer la cover. Là, c'est marqué par l'auteur de Sandman. Vous mettez en gros Neil Gaiman en dessous. Putain, mais on le sait, quoi. Oh. Donc, qu'est-ce que c'est? Une étude en émeraude. Vite fait, parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. C'est le croisement entre Sherlock Holmes et Cthulhu. Une étude en rouge, c'est la première aventure chronologiquement parlant de Sherlock Holmes où il va rencontrer Watson et où il va être confronté à une histoire de meurtre. Et ben là, c'est ça, mais en intégrant du Cthulhu dedans, en intégrant du Lovecraft dedans. Donc, il y a l'aspect, enquête à la Sherlock Holmes, qui est vraiment bien. Alors, par contre, c'est verbeux, hein, il y a des trucs, hein, mais il y a l'enquête à la Sherlock Holmes et il y a l'horreur à la Cthulhu, à la Lovecraft. Et c'est putain de bien fait. Et puis, ça reprend un petit peu, vous voyez là, ça j'adore, ça, ce genre de couverture. Ce genre de dessin. Là. Ça, en fait, c'était comme ça qu'étaient vendus les premiers romans. C'était les couvertures de certains premiers romans de Sherlock Holmes au XVIIIe siècle. Ta gueule, au XIXe siècle. Non, vraiment, vraiment cool, quoi, pour le coup. Donc, c'est vachement bien foutu. C'est super bien dessiné. Ça fait le lien entre des trucs qu'on trouve dans la littérature Lovecraftienne et celle de Conan Doyle, donc de comment là merde, de Sherlock Holmes. Et voilà, je l'ai découvert, j'en suis un peu plus loin que ma lecture VO,
et c'est vraiment cool. Alors, j'essaierai de vous en parler peut-être un peu plus. Je l'ai pas lu intégralement. On est sur du Neil Gaiman et du Raphaël Albuquerque, et vraiment, vraiment, c'est cool. Voilà. Voilà mes loulous. Voilà pour ma petite sélection. Hein, petite sélection Fantastique Horreur. J'espère que ça vous aura bien plu. Et puis, des bisous, des bisous, des bisous. Oui.